Bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour répondre cette fois-ci à 3 questions posées dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité par 3 de nos amis sur les réseaux sociaux. Parfait mes amis, sans tarder, la première question est posée par notre ami Youssef qui pose la question: est-ce que l'indemnité spéciale Covid-19 est soumise à la sécurité sociale et est-ce qu'elle est imposable à l'ISG salaire? Parfait. Pour ce qui est de la CNAS, les amis, nous avons le décret 96-208 qui, dans son article 2, cite, si vous voulez, les indemnités qui ne sont pas cotisables, j'allais dire, donc même si cotisable est à mettre entre guillemets, parce qu'il s'agit d'un abus de langage, mes amis, il vaut mieux dire soumise à la cotisation de la sécurité sociale. Parfait. Ceci dit, nous avons dit ce décret 87-208 dans son article 2, il exclut de l'assiette des cotisations, mes amis, les indemnités à caractère exceptionnel et cite à cet effet l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite. Mais compte tenu du caractère ponctuel, du caractère, j'allais dire, exceptionnel de cette indemnité liée à la pandémie Covid-19, il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de texte qui la prévoit expressément. Eh bien, nos amis des ressources humaines préconisent en effet de la mettre carrément dans la convention collective de l'entreprise, bien entendu, et la mettre noir sur blanc en citant le caractère exceptionnel de cette indemnité liée au Covid-19. De cette manière, mes amis, nous pouvons la considérer comme ayant un caractère exceptionnel et de ce fait ne sera pas soumise à la cotisation de la sécurité sociale, donc ni par ouvrière 9%, ni par patronal 26%. Qu'est-ce qu'il en est, les amis, maintenant, pour ce qui est de l'imposition à l'ISG salaire? Donc, nous rappelons la référence, un seul article, c'est l'article 68 du Code des impôts directs, qui dresse la liste des 13 éléments de salaire, d'indemnité et de primes qui ne sont pas imposables. Là aussi, parmi les 13 éléments, les amis, rien n'indique le caractère exceptionnel d'une prime, d'une indemnité quelconque, c'est-à-dire à titre prospectif, c'est tout à fait normal. Le Code des impôts directs ne pourrait la prévoir qu'à titre prospectif. Comme il n'y a absolument aucune disposition, mes amis, à défaut, il faut soumettre cette indemnité au taux de 10% libératoire, c'est-à-dire que l'employeur, au moment de l'attribuer aux employés, il va faire une ponction, une retenue à la source au taux de 10%, donc remettre 90% du montant de cette indemnité à l'employé et reverser les 10% restants, si vous voulez, dans les 20 premiers jours du mois suivant la retenue à la recette des impôts. Parfait. Deuxième question posée par Célia. Comment comptabiliser les frais d'entretien d'une construction à laquelle il reste 4 années, si vous voulez, pour être complètement amorti? Notez bien que la construction, si vous voulez, il y reste une durée résiduelle de 4 années. Puis, Célia pose la question: est-ce que nous pouvons réévaluer cette construction? Parfait. Pour répondre, un peu de définition également, c'est toujours important, un peu, si vous voulez, de rétrospective. Donc, les amis, il faut revenir au SCF pour voir comment est-ce que les frais d'entretien et de réparation sur des immobilisations sont constatés, sont comptabilisés. Eh bien, le SCF, notamment dans son paragraphe 121, comme la norme IAS 16 également, qu'est-ce qu'elle préconise? Eh bien, on vous dit, si les frais d'entretien et réparation sur une immobilisation quelconque vont prolonger sa durée d'utilité ou vont augmenter, si vous voulez, sa valeur, il faut les comptabiliser comme étant une immobilisation corporelle. Par contre, les amis, si les frais, si les charges en question ne permettent que de maintenir l'actif dans son état d'utilisation initial, eh bien là, on va comptabiliser tout simplement dans, si vous voulez, les comptes de charges par nature. Donc, compte tenu de la description que nous a donnée, si vous voulez, celle-là ici, il s'agit de frais importants qui représentent 10% de la valeur brute
de la construction. Donc le plus normalement, on va immobiliser ces frais, on va les constater dans le compte 213. Construction, à partir de là, nous aurons une nouvelle valeur nette comptable que nous allons, bien entendu, utiliser comme base d'amortissement sur la durée restante. Maintenant, note, qu'est-ce qu'on peut faire à partir du moment où nous avons rénové, retapé l'immeuble à neuf, en quelque sorte? On pourra tout simplement rallonger la durée d'utilité. Nous avons dit qu'il est resté seulement 4 années pour amortir cette construction. Eh bien, nous sommes libres de l'étirer, de rallonger la durée d'amortissement, donc d'utilité de cette immobilisation pour choisir par exemple de l'amortir sur une durée résiduelle de 20 années. Rien ne l'interdit, mes amis. Le STF nous dit qu'il s'agit ici d'un changement d'estimation comptable. Parfait. Maintenant, qu'en est-il? Est-ce que je peux réévaluer cette construction? Mes amis, oui et non. Oui, si je l'intègre dans un processus de réévaluation globale qui va inclure toutes les constructions de l'entreprise. Par contre, je ne peux pas la choisir elle seule pour dire sélectivement je vais uniquement amortir cette construction et je vais exclure toutes les autres constructions de l'entreprise, les amis. Donc nous avons dit que la réévaluation est une opération globale qui inclut toutes les immobilisations appartenant à la même famille, donc à la même catégorie. Donc j'espère avoir répondu à cette question. Troisième et dernière question, c'est notre ami Ismaël qui nous dit, est-ce que les immeubles de placement sont amortissables? Parfait, les amis, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'un immeuble de placement. Eh bien, il s'agit d'une construction ou d'un terrain qui n'est pas utilisé dans les activités ordinaires de l'entreprise, mais il est, si vous voulez, gardé en vue de le donner en location pour qu'il nous génère, si vous voulez, des produits, ou alors nous allons attendre que sa valeur augmente en vue de le vendre pour qu'il nous procure également une plus-value conséquente. Les amis, un immeuble de placement, donc on peut choisir, si vous voulez, l'option. Si je le garde comme immeuble de placement, en principe, je dois l'évaluer, si vous voulez, à la juste valeur, c'est-à-dire à la valeur de marché. Je vais poursuivre ainsi jusqu'à la sortie de cet immeuble de placement de l'entité, ou alors, s'il m'arrive de lui changer d'affectation, je pourrais, si vous voulez, changer de traitement. Donc, immeuble de placement, en principe, c'est la règle générale, nous devons l'évaluer à la juste valeur. Par contre, si, mes amis, je n'ai pas suffisamment d'informations par rapport au marché, etc., je peux quand même le maintenir comme étant une immobilisation, d'accord? Vous voyez, faites la différence entre une immobilisation corporelle d'une part et immeuble de placement d'autre part. Parce que si je le considère comme étant une immobilisation corporelle, je vais l'évaluer à son coût amorti. Et qu'est-ce que le coût amorti? Et bien entendu, il s'agit de la valeur d'origine de laquelle je vais déduire les amortissements d'une part et les pertes de valeur d'autre part. Donc voilà globalement ce qu'il faut retenir. Si j'opte pour le coût réévalué, c'est un petit peu comme toutes les autres immobilisations, comme toutes les autres machines, le parc roulant, les machines industrielles, etc. Il n'y a pratiquement aucune différence. Par contre, si j'opte pour la valeur de marché, les amis, là, je ne vais pas amortir et je ne vais pas constater de perte de valeur. Je vais tout simplement surveiller la valeur de cette immobilisation, j'allais dire de cet immeuble de placement, sur le marché comparé, si vous voulez, avec le coût historique de ce même immeuble de placement. Si la valeur de marché augmente, donc j'ai un produit exceptionnel que je vais comptabiliser au 757. Si, au contraire, la valeur de marché, la sanctionnée lui attribue une valeur inférieure, il s'agit d'une perte, si vous voulez, que je vais constater dans le 657. Donc voilà globalement, les amis, les immeubles de placement qui sont évalués suivant la valeur de marché, donc la juste valeur, comme on l'appelle communément. Ils ne sont pas amortissables, ils ne subissent pas de perte de valeur. Par contre, si nous choisissons de les suivre, si vous voulez, suivant la méthode du coût amorti, ça va être un petit peu le même traitement comme pour toutes les autres immobilisations
de l'entreprise. Donc voilà les amis, j'espère avoir répondu synthétiquement aux questions de nos amis et j'espère vous retrouver sur ce dans de nouvelles vidéos, de nouvelles questions telles que vous me les posez. Elles sont toujours pertinentes les amis, j'ai toujours dit que les questions sont toujours plus importantes que les réponses parce que ce sont des questions qui suscitent au débat, qui suscitent la réflexion, qui nous poussent, si vous voulez, à toujours repousser nos limites. Donc voilà les amis, j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir. Excellente soirée.